Bonjour à tous, bienvenue. Je vais tenter dans cette vidéo de vous présenter mon cours en ligne. Voilà, dans les conditions réelles d'un cours, j'utilise pour réaliser cette vidéo l'application Zoom, la même que vous utiliserez chez vous, et je vous laisse la possibilité à chaque séance d'enregistrer les cours, ce qui vous permet après de revisionner à volonté, revoir en détail ce que vous auriez pu oublier pendant le live. Alors l'objectif du cours est de vous aider à développer votre technique de jeu à l'orgue, et d'un côté, et d'un autre côté, de développer votre capacité à improviser dans le style jazz blues. Alors pour ce faire, le cours s'appuie sur l'apprentissage de standards progressifs que je vous propose au début, en fonction de votre niveau, et ensuite que vous pouvez choisir en fonction de vos goûts et vos envies. La première étape consiste à travailler l'exposition du thème. Alors prenons un exemple, The Days of Wine and Roses. Voilà, alors pour apprendre le thème de base, nous partirons très souvent d'une partition type Railbook. Voilà, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, donc ici, voilà, The Days of Wine and Roses. Donc ce type, pour ceux qui ne connaissent pas, ce type de partition avec une portée en clé de sol et la mélodie écrite simplement, avec des rythmes simples, je vais y revenir dans un instant, et surtout, voilà, ce qui va nous intéresser plus en profondeur, c'est les accords chiffrés ici, qui vont nous permettre de réaliser les lignes de basse, réaliser les accords complets pour accompagner, et ces accords, petit à petit, vont nous aider à nous guider dans l'improvisation. Alors, si vous ne lisez pas la musique, alors pas d'inquiétude, donc je vous enseignerai au fur et à mesure à déchiffrer ces partitions qui sont toutes simples et à en sortir l'essentiel, encore une fois, c'est-à-dire les harmonies, les chiffrages d'accords qui vous permettront d'improviser de manière structurée. Alors, une fois l'apprentissage de base de la mélodie fait, l'apprentissage de la mélodie simple comme elle est écrite, on va s'amuser à la varier rythmiquement. Voilà, ajouter quelques ornements, broderies, etc. Et se placer, essayer de phraser tout ça avec le swing, élément important pour le jazz. Et aussi, par rapport à la technique de l'orgue, ici on parlera du phrasé propre à l'orgue. Alors même si le clavier n'est pas dynamique, la manière, l'enfoncement, la rapidité d'enfoncement va changer un petit peu la sonorité, et on va pouvoir jouer ici avec les percussions. Si je joue legato, la percussion ne sort pas. Si je joue staccato, la percussion sort, pardon. Donc en jouant plus ou moins staccato ou plus ou moins legato, on va pouvoir phraser différemment et reproduire des articulations qui sont propres aussi aux instrumentistes avant. Je pense aux saxophonistes qui, avec la langue et l'air, vont articuler et faire swinger leurs phrases. Alors par rapport aux phrasés, donc les doigts vont avoir leur importance, mais aussi la pédale d'expression. La pédale d'expression va nous aider à faire des frais, des nuances de phrases, mais aussi voilà, à accentuer. Aussi par rapport à l'apprentissage de la mélodie, ça sera aussi un moment où on parlera parfois des settings. Ici, le setting de base d'orgue jazz, celui qu'utilisait Jimmy Smith avec percussion. On peut l'avoir sans percussion. Et puis ici, la première tirette, un pied. Voilà, on jouera avec ces différentes enregistrations, avec l'effet
chorus ou non, hein, l'effet chorus qu'on peut utiliser dès l'exposition du thème ou parfois au milieu d'un solo pour donner un peu plus d'énergie. Voilà, et puis d'autres registres ici par exemple. Alors ça sera lié aussi à l'apprentissage de la mélodie, donc je vais changer ici de section de rebar. Voilà, je vais lancer la Leslie, hein, et puis ce genre de phrasé. Par exemple, hein, donc une manière de jouer un peu typique, on voit pas dès le début, hein, mais voilà. Donc le setting, les registrations, on en parle parfois à ce moment-là quand on en a besoin, sachant que le type de son va inspirer un type de phrasé, une interprétation différente. Voilà pour. Alors j'oublie un détail super important. Je l'ai évoqué ici avec ce dernier registre. Voilà, l'utilisation, voilà, le déclenchement du trémolo de la Leslie. Hein, on a trois positions, une position stop avec le trémolo, hein, avec la trompe qui va tourner très vite ou lentement. Donc ça aussi, ça peut être. Ça peut être rare sur ce genre de choses. Ça va voilà, le trémolo ici joue un rôle important. Donc on aborde ces points-là au fur et à mesure on en a besoin. Et alors ici on a la configuration identique à celle qu'on retrouve sur le fameux B3. Après chez vous, vous aurez peut-être un instrument différent avec un aspect des tirettes, etc. Différemment. En général, on retrouve sur tous les clones d'Orgamon, on retrouve, même si on n'a qu'un jeu de tirettes par clavier, voire un seul jeu de tirettes pour les deux claviers, on retrouve toujours le même nombre de tirettes, on retrouve les mêmes effets, on retrouve les mêmes possibilités au niveau des percussions, on retrouve toujours, alors sous forme de déclencheur de mélune, comme ici, un interrupteur de mélune, ou sous forme de bouton, comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, on retrouve voilà, des éléments équivalents, et voire même sur les instruments virtuels, les instruments logiciels, on retrouve aussi ces éléments. Donc vous pouvez ensuite vous entraîner à manipuler l'enregistration chez vous avec votre propre instrument. Voilà pour la partie mélodie. Alors, c'est quelque chose qui va en évoluant. On commence avec des choses simples, uniquement le rythme, et petit à petit, un peu plus de broderie. Voilà, on va charger beaucoup de manière rococo l'exposition du thème pour qu'ensuite vous puissiez trier et choisir ce qui vous plaît vraiment par rapport à l'esthétisme que vous voulez créer. Alors, un autre aspect très important dans l'exposition du thème, c'est l'accompagnement. Puisque voilà, l'organiste dans le groupe peut jouer solo ou peut dans un groupe être en charge et de la mélodie et de la basse. Alors, le premier travail va consister donc à jouer les basses avec la main gauche. Alors ici notre premier souci sera de jouer les bonnes basses. D'accord. Alors en fonction des chiffrages d'accords qu'on va rencontrer, je vous enseignerai les différents chemins que vous pouvez employer. L'idée c'est d'en avoir plusieurs pour chaque type d'enchaînement d'accords. Ainsi, chaque passage sur la grille, on peut changer de chemin, ou en fonction de l'intention, le style qu'on va donner aussi, les chemins auront peut-être une particularité différente. Donc on va accompagner avec la main, apprendre à accompagner avec la main gauche ici avec des basses type de temps. Voilà, ce type d'accompagnement, ou à quatre temps, ce qu'on appelle le walking bass. D'accord. Alors, on va aborder donc deux aspects, quelles notes jouer. Donc on va apprendre des choses systématiques. On va créer des automatismes qui nous permettront après de nous concentrer sur la mélodie et notamment d'improviser. Et on va apprendre donc les chemins, et on va apprendre aussi à phraser. Voilà, donc les organistes qui ont créé ce type d'accompagnement, moi un point des techniques en cherchant à imiter la contrebasse. Voilà, la contrebasse qui
qui en mutant, hein, en étouffant les cordes, donnait du swing, hein, et ce qu'on va essayer nous de reproduire avec des ghost notes. Donc ici c'est mon pouce qui va faire parfois ça, en fonction de la ligne de basse, ça pourrait être le quatrième doigt. Okay, ça pourrait être le quatrième doigt qui va créer cette ghost note. Voilà, donc on travaille ces aspects-là aussi petit à petit, hein, avec des exercices progressifs. Donc une fois les lignes de basse pratiquées, qu'on peut jouer ensemble avec la mélodie, on va pratiquer aussi les réalisations d'accords. Alors les réalisations d'accords avec la main droite. Alors ici aussi, on va créer des automatismes. Hein, on va voir que dans nos morceaux, on rencontre très souvent des enchaînements, des marches harmoniques identiques, hein, du second, cinquième, premier degré. Si vous ne connaissez pas ça, vous inquiétez pas. Je vous enseigne, je vous apprends comment les identifier dans les grilles d'accords avec les fameux chiffrages. Et puis, on va travailler donc dans nos standards des automatismes. Chaque fois qu'on verra un chiffrage, nous utiliserons la même position dans un premier temps et nous pratiquerons ces positions dans des exercices parallèles pour créer des automatismes. Ce type d'exercice. Etc. Voilà, dans différentes tonalités, en suivant le cycle des quintes, tous des quintes, par demi-ton, barton, etc., pour développer les réflexes en majeur et en mineur. Donc, en faisant ces exercices petit à petit, en quelques mois, on peut couvrir l'ensemble des accords qu'on rencontre dans les standards, et voilà, et résoudre cette histoire d'accompagnement, et après, finalement, se concentrer sur la partie qui va nous intéresser le plus, la mélodie et l'improvisation. Alors ces accords, on peut les réaliser à la main droite ici pour accompagner. Parfois aussi, quand on joue le thème, voilà, que ce soit ici en complément de la mélodie ou sur le clavier du bas, on va venir dans les intervalles, hein, là où il se passe rien dans la mélodie, on va venir éventuellement donner l'harmonie. Voilà. Si on joue avec un guitariste, ce sera moins nécessaire de le faire, mais bon, c'est important de s'entraîner. C'est quelque chose qu'on fait aussi dans un second temps. Donc je disais, ces accords à la main droite, mais on peut aussi s'entraîner à les faire à la main gauche. Alors, il peut arriver que vous jouiez avec un bassiste, ça arrive. Alors dans le style jazz, c'est rare, mais dans le style funk, par exemple, blues, hein, on peut avoir un bassiste. Alors, on va pas, ça n'a aucun sens de doubler les basses, plus ce serait difficile, il faudra avoir des lignes de basse écrites. Mais on va ici jouer, pourquoi pas, ces accords. Donc j'ai changé de registration. Donc hein, tout à l'heure j'avais ici une flûte 16 pieds 8 pour faire ressortir les basses. Ici, pardon, sur ce registre-là, voilà, j'ai un registre qui me permet de jouer les accords sans que ce soit trop grave. Alors je peux jouer les accords comme ça. D'accord. Alors mais l'idéal, ça sera de jouer avec les basses au pied. Hein, ce qu'on fait très souvent dans les ballades. En tout cas, on commence par les ballades, hein, parce que voilà, le tempo est là, on a le temps d'aller chercher nos basses. Voilà, ça donne trois plans sonores intéressants alors en solo. Voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, après on peut aller plus loin. Alors ceux qui ont un pédalier déjà, je reviens sur les techniques d'accompagnement walking basse main gauche, que ce soit walking de temps, et on peut ici avec le tapping, je tape très rapidement sur la pédale, la note n'a pas le temps de sortir, je vais juste entendre certaines fréquences et surtout l'attaque. Alors de temps en temps, on peut doubler ces basses. Voilà. Donc là, ça commence à être un niveau de jeu un peu plus expert. Déjà, il faut avoir le pédalier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et avoir envie de pratiquer. Ça donne vraiment un plus. Ce tapping au pied, ça vient affirmer le tempo. Et si on joue avec un batteur, voilà, son oreille va aller se fixer sur cette attaque, comme il le fait quand il joue avec un bassiste. Hein, il y a le duo batterie basse dans un groupe, quel que soit le nombre de musiciens, est important. C'est vraiment la fondation du tempo. Alors chacun doit
prêter attention au tempo, mais là on a vraiment une soudure du tempo qui se fait. Et avec les basses uniquement à la main gauche, sans le pied, parfois, si on a une sonorisation qui n'est pas adaptée, si on n'a pas une Leslie par exemple, le batteur risque de chercher, et ça va donner une instabilité du tempo. Alors que là, avec le pied, vous pouvez affirmer votre tempo, le communiquer au groupe entier, à vous-même, au groupe entier et au batteur. Voilà. Et ça crée une fusion intéressante. Voilà, alors pour revenir au pied ensuite, on pourra aussi jouer, pourquoi pas, à côté des ballades avec les accords main gauche, des morceaux un peu plus latins. Donc là, je peux rythmer, changer les basses, et puis ici, je vais compléter, créer un rythme qui serait l'équivalent de ce que ferait la guitare, ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin avec la basse. Pourquoi pas travailler des walking. Voilà, mais bon, ça commence un peu à se compliquer. Ça a de l'intérêt que quand on va jouer en solo ou quand on va jouer avec un autre instrument soliste. C'est-à-dire quand on jouera pas avec une guitare, ou quand on jouera pas avec un piano, quand on jouera pas avec quelqu'un qui peut jouer les harmonies pendant qu'on fait le walking bass. Bon, on peut aborder tous ces points-là. Là, on est déjà à un niveau, je l'ai dit, un peu plus expert, mais bon, je peux partager avec vous certaines expériences à ce niveau-là. Alors voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des éléments à pratiquer pour l'exposition du thème. Et alors tous ces éléments, bien sûr, vont nous servir pour l'autre aspect très important, pour l'improvisation. Alors pour l'improvisation, je vous propose de travailler avec des axes différents qu'on travaille en parallèle. Et ces axes, ou ces activités, ou ces formes de pensée vont ensuite s'échanger. On créera des ponts, ou des ponts vont se créer automatiquement entre ces activités pour à la fin improviser en allant puiser un petit peu dans tous ces procédés. Bon, alors la première activité importante, c'est celle dont je viens de parler, c'est en travaillant l'exposition des thèmes, en analysant, en jouant les harmonies, en variant la mélodie, etc. On va déjà se former à l'improvisation, et on peut créer les premières improvisations simplement en variant le thème. D'accord, là je fais une variation qui s'éloigne du thème, et c'est déjà une improvisation, et c'est très courant que dans une improvisation on recite à un moment du thème une phrase pour se resituer, pour resituer l'ensemble du groupe, ou pour annoncer la réexposition. En tout cas voilà, c'est un procédé qu'on peut utiliser. Et dans l'histoire du jazz, dans le style New Orleans, les premières improvisations étaient très souvent des improvisations avec des ornements. Donc ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé important que nous allons pratiquer dès le début, c'est le blues. Le blues est un des ingrédients principaux du jazz, pour pas dire le fond, le background du jazz. Alors, je parlerai du blues en général, la gamme blues, les structures de blues. Donc la gamme blues, ici la gamme de fa blues. Voilà, on peut pratiquer toutes ces gammes. Et alors, la magie du blues, c'est que sur une grille même complexe de blues, une grille de blues, la gamme blues traverse toutes les harmonies. Voilà, c'est la magie. Donc, alors quand on pratique le blues sur une grille de blues dit jazz, une grille de blues dans laquelle on va avoir des 2-5-1, donc des accords dominantes, des 2-5-1 majeurs, des 2-5-1 mineurs, un turnaround à la fin. Si ça vous parle pas, c'est pas bien grave. Mais dans le blues, on rencontre en fait tous les types d'enchaînements qu'on rencontrera dans les standards. Donc le blues nous offre à chaque fois une solution. Je l'ai dit tout à l'heure, la gamme blues traverse toutes ces harmonies. D'accord? Donc on va se retrouver à jouer des gammes blues sur des enchaînements inattendus. Par exemple, dans un blues en fa, si je suis sur si bémol, fa, si j'ai un 2-5-1 majeur,
qui tombe sur un accord dominant, c'est pas grave. Voilà. Je suis sur Fa. Et ici, j'ai un 2/5 voilà, mineur, d'accord? Donc je pense que c'est un des éléments plus flagrants ici. Donc, et je l'ai dit, la gamme blues traverse toutes ces harmonies. Donc ici aussi, voilà, dans un 2/5 en sol mineur, la, ré, sol, les harmonies, je peux jouer Fa blues. D'accord? Voilà. Donc ça, en étudiant le blues, on a une solution blues, voilà, ou pentatonique. Il suffit de ne pas jouer la fameuse blue note. On a une solution blues pentatonique pour tous les types d'enchaînements, d'accord? Qu'on rencontrera dans des standards qui ne sont pas des blues. Voilà, donc ça c'est le deuxième axe de travail. Un autre axe plus académique consiste à jouer les modes. Donc on va décider d'un mode majeur, d'une gamme majeure, pardon, associée à chaque accord. On jouera le mode correspondant. Si ça vous parle pas trop, c'est pas grave, mais l'idée ici c'est c'est de connaître la tonalité, les altérations qui correspondent en fait à chaque accord. Et après, on peut, comme si je reviens, si j'ai choisi de jouer cette gamme-là sur l'accord de sol mineur, alors je peux. Je peux improviser en montant, en descendant dans cette gamme sur cet accord-là. Et alors c'est une solution qu'on emploie aussi dans le jazz, mais on l'entend, c'est un son un peu plus classique. Ça peut être un choix de jouer comme ça, mais pour donner un peu plus d'épices qui font penser au jazz, alors on s'appuiera sur ces notes. Voilà, c'était peut-être pas le bon exemple pour prendre sol mineur, mais c'est pas grave. Voilà. Et on s'amusera, donc je disais, à aller chercher des notes étrangères en tournant autour de certaines notes de cette gamme, ou plus précisément des notes de l'accord. D'accord, ici je visais mon Ré qui fait. D'accord, et je l'approche par le demi-ton supérieur, demi-ton inférieur. Après je vise ce Si bémol. D'accord, et je l'approche de manière chromatique ici. Voilà, petit à petit, on va faire sonner les choses de manière un petit peu plus jazz, d'accord, sur un accord de mi bémol. Voilà. Alors, on va se retrouver ici parfois par hasard à jouer des modes un peu plus, des gammes un peu plus complexes, notamment sur les accords de dominante. Ici la gamme par ton, les gammes semi-diminuées, etc. Des choses qu'on a. Donc ça c'est le troisième axe. Il est un peu plus laborieux celui-là. On peut s'en passer en s'appuyant ensuite uniquement sur le blues et notre rail. Mais si on a envie d'aller un peu plus loin et de jouer des choses plus élaborées, c'est quelque chose que je peux vous enseigner aussi de manière progressive et concrète. Voilà. Un autre axe important, les arpèges. Voilà, il faut être en mesure, petit à petit, sur n'importe quel accord, de jouer des arpèges. Alors, on peut jouer des arpèges avec des accords à 5 sons, etc. Mais sinon, on va choisir un à 4 qui correspond à la superstructure. Ici, sur Fa, je vais jouer la do mi sol. Voilà, sur le mi bémol, ici, je peux m'amuser à jouer cette partie-là, par exemple, ou si bémol mineur. Alors selon, ça dépendra de la couleur de l'accord. Mais on peut s'exercer donc à improviser en utilisant les arpèges. Voilà, tout ça c'était des arpèges. Donc ça c'est le quatrième travail qu'on peut faire. Alors souvent le troisième et le quatrième se complètent et si on pratique tout, on va pratiquer l'un ou l'autre, sinon on va y passer des heures. Voilà. Puis enfin le dernier procédé pour développer votre capacité à improviser, c'est les phrases types. Les phrases types, par exemple cette phrase en do majeur. C'est une phrase que je connais, que j'ai appris par cœur, c'est une phrase type. Si on l'analyse, au début je vais jouer les 5 premières notes qui correspondent à mon accord mineur en conjointe. Ici j'ai cherché la 7e et je fais un chromatisme pour arriver sur la tierce. Bon,
un accord de 5e degré. Ici une descente tierce, un petit chromatise. On va bien analyser la phrase, puis ensuite on va s'entraîner à la jouer dans différentes tonalités. Alors ici, dans The Days of Wine and Roses, par exemple, le premier 2-5-1 qu'on a, il est en sol. Donc au début, je vais pas jouer, je vais rien jouer. Ce qui est bien parfois. Puis, alors, si j'adapte la résolution, parce que je suis sur une résolution sur un accord mineur, d'accord? Pas de story. Voilà. Donc on va apprendre un vocabulaire de phrases. Avec une dizaine de phrases, on peut déjà avoir un vocabulaire immense ensuite. Pourquoi? Parce qu'on jouera rarement ces phrases, on va s'entraîner en les jouant entièrement, mais on les jouera rarement entièrement. On va utiliser une partie des phrases. Par exemple, ce que j'appelle la charnière. Ici, quand je passe du la au ré, hein, c'est ça qui est intéressant. Et ici, la résolution. D'accord? Donc, dans une improvisation, d'accord, je m'approprie ces phrases charnières qui me permettent de passer d'un accord à l'autre, c'est pour ça que je les appelle charnières, hein, de manière lisse, enchaînée, sans avoir un accord, une phrase, hein, mais quelque chose qui me permet de chevaucher différents accords. Donc je vais utiliser les parties de ces phrases qui m'intéressent. Voilà. Puis en les pratiquant, petit à petit, eh ben, elles nous reviennent comme des automatismes, hein, au milieu d'une autre phrase, en les mélangeant, en prenant un bout de l'une, un bout de l'autre, etc. Voilà. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, il n'y a pas de miracle, mais c'est une technique quand même plus rapide qu'un apprentissage sans repère, sans balise. Voilà. Alors, tous ces procédés fonctionnent à partir du moment où on les pratique, où on les vit, où on les entend. Et parce que l'oreille va avoir un rôle prédominant dans la réussite. Hein, on va jouer tout ça avec beaucoup d'écoute. Dans la tradition de l'apprentissage du jazz se faisait exclusivement par transmission orale. C'est pour ça qu'on parlait vraiment d'un langage. Donc, les procédés que je vous propose permettent d'accélérer le processus, mais il faut garder l'essence de l'apprentissage. Hein, et cet apprentissage, c'est vraiment l'oreille. Dans ce sens où, à la fin, quand on improvise, on va oublier toutes ces notions de tonalité, d'accord, de gamme, etc. Et on va jouer ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Hein. On va aller puiser dans l'instant présent sur une inspiration profonde qui correspond pas forcément, qui correspond pas du tout même à l'intellect. Et là, l'oreille joue un rôle super important. Donc, pour y parvenir, donc je vous donnerai des conseils pour pratiquer, par exemple en chantant. Voilà. Et puis dans le cours aussi, on va faire des petits jeux. Je vous enseignerai des éléments dont je viens de vous parler, que ce soit les gammes, le blues, etc., en faisant ce travail aussi d'oreille. Voilà. Et comme le cours est enregistré, hein, vous pouvez ensuite repasser chez vous au moins le son de la vidéo et pour pratiquer votre oreille. Voilà. Et puis pour les plus avancés, vraiment les acharnés, donc je vous invite ensuite à faire ce qu'on appelle les relevés, c'est-à-dire écouter des grands artistes qui ont fait des superbes solos et puis rejouer d'oreille, mémoriser et rejouer d'oreille leur solo. C'est une manière d'apprendre qui est très très efficace aussi. Voilà, alors toutes ces activités, que ce soit jouer le thème, travailler les basses, etc., je vous invite à le faire en pratiquant sans rien, en pratiquant avec le métronome parfois, et puis aussi pour transmettre un petit peu de groove avec des boîtes à rythme ou des enregistrements rythmiques. Il existe maintenant des applications très réelles, hein, avec des choses qui ont été enregistrées par de vrais batteurs, donc ça sonne pas du tout boîte à rythme. Voilà, c'est l'exemple que j'ai donné en tout début. On peut en écouter un extrait. Voilà, ici ça s'appelle Jazz Drummer, cette application. Voilà. Et alors l'avantage de ces applications, ici voilà, j'ai le batteur, c'est que un batteur fait jamais vraiment 2 mesures, 4 mesures la même chose, surtout en jazz, voilà, il va jamais un peu rajouter des choses à la caisse, c'est le cas ici. Voilà, donc ça va nous donner plus de plaisir à jouer, et puis
nous donner. Alors, on joue pas toujours avec ça, sinon on a tendance après à s'appuyer sur le tempo de l'application et plus notre propre tempo, mais on peut le faire souvent pour s'amuser. Une autre manière, c'est de jouer comme si on jouait en trio avec un guitariste et un batteur. Alors, on peut utiliser notre application ici, c'est iReal Pro, et on va entendre ici, je vais remettre du début, on va entendre ici la guitare et la batterie. Voilà, alors c'est une guitare MIDI, le son n'est pas extraordinaire, mais j'entends quand même les harmonies et ça m'aide, notamment pour l'improvisation. Voilà, et surtout, voilà, on s'amuse, on a l'impression de jouer en trio en attendant de pouvoir jouer avec un vrai trio, ce qui est irremplaçable. Voilà, voilà en gros à quoi correspondent les activités du cours. Alors là, j'ai expliqué, j'ai montré beaucoup de choses. Alors tout est là, mais voilà, il faut ensuite revoir toutes ces choses petit à petit, tranquillement. Alors, il y a un diagnostic qui se fait au début lors de notre première séance. Je vous invite déjà à réserver cette séance, une séance de découverte gratuite, voilà, pour confirmer voilà, les conditions du cours comme cette vidéo, et puis faire le point avec vous sur vos attentes, sur votre niveau, votre matériel, pour que je puisse adapter l'enseignement. Voilà. Donc vous pouvez avoir une formation plutôt classique, être bon lecteur, déjà pianiste, ou alors une formation plus jazz ou variété, avoir appris d'oreille, ne pas lire les partitions. Donc dans tous les cas, je m'adapterai, on arrivera au même point au bout d'un moment, mais je vais m'appuyer sur vos connaissances, vos compétences pour que le cours soit le plus efficace possible. Après aussi en termes de style, on peut avoir envie de jouer rapidement du jazz un peu plus moderne, correspond à une époque plus récente. On peut avoir envie de jouer des choses plus traditionnelles. On peut avoir envie de jouer uniquement du blues. Voilà, ensuite je me plie à vos désirs en fonction de mes capacités aussi, et je n'hésiterai pas à vous dire si je ne serai pas en mesure de vous aider dans un domaine ou un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo est suffisamment claire, qu'elle vous a plu, et voilà, j'attends vos rendez-vous sur la plateforme. Voilà, c'est gratuit, c'est sans engagement. À très bientôt, j'espère.